Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour Freelance, votre podcast hebdomadaire ultra giga libéral. Et je suis avec Fergan aujourd'hui. Fergan, bonjour. Salut Emmanuel. Pour vous parler on va faire toute une série sur la primaire républicaine française. Et on voulait commencer aujourd'hui par François Fillon. Pour une raison relativement simple, en fait, on va dire, parmi les différents candidats à la primaire, c'est celui qui a le plus documenté son programme et qui aussi est très, on va dire, aligné sur les différentes idées, on va dire, le courant, ce qu'on peut observer dans les différents courants de droite. Donc on trouvait que c'était assez intéressant de se focaliser pour aujourd'hui sur quelques aspects particuliers, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc on reviendra dessus, mais on voulait un peu ouvrir le bal avec François Fillon, et en particulier, en fait, tout ce qui tourne autour de la fiscalité et de l'économie. Et déjà, avant de commencer, petit point anecdotique, on a quand même, avec Fergan, on a admiré le renouveau politique au sein de la droite française, où on a quand même, si on prend la primaire du Parti Les Républicains, on a quand même deux anciens premiers ministres, donc Fillon et Juppé, et potentiellement Nicolas Sarkozy, qui est un ancien président qui avait promis de ne plus se représenter. Donc c'est vrai que bon, on va dire qu'en termes de renouveau, le renouveau, c'est maintenant. Voilà, le renouveau laisse un peu à désirer. Et donc encore une fois, on va s'attarder sur quelques questions particulières. Si on voulait parler de tous les points, il y aurait de quoi tenir plus d'une heure là-dessus. Donc on reviendra dans des épisodes futurs sur les autres questions. Et donc commencer par son point numéro 1. En fait, si vous allez sur le site qui présente son programme, fillon2017.fr, où son argument, son slogan entre guillemets, c'est de revenir au plein emploi. Donc déjà, quand même saluer le fait que c'est un problème qui est là depuis le chômage, c'est quand même un problème récurrent de l'économie française depuis un certain temps, et que ça fait quand même du bien d'avoir quelqu'un qui au moins met ce problème-là en tête de gondole en disant bah non mais les gars, c'est le problème numéro 1. Il faut qu'on commence par là. Donc c'est vrai qu'au moins, ne serait-ce que là-dessus, saluer le fait qu'en termes de priorité, il met le doigt sur un vrai problème qui a malheureusement jusqu'ici n'a pas été traité à la hauteur de l'ampleur du problème concrètement. Et son axe principal, c'est soi-disant de faciliter, d'améliorer l'écosystème économique pour leur créer des emplois dans le secteur privé. Donc j'imagine que tous ceux il y a beaucoup de gens qui ont dû se dire là ça va plaire à nos amis libéraux. On a regardé un peu les détails. Il y a des choses qui nous plaisent, il y a des choses qui nous plaisent un peu moins. Donc on voulait un peu revenir là-dessus. Déjà, la première chose qui nous plaît pas, disons-le, un des points centraux de son programme, c'est l'instauration d'une TVA sociale. Et ça avait été tenté sous Sarkozy, ça avait été annulé, puis au final fait sous Hollande. Et là, Fillon propose de remettre une couche concrètement en doublant les montants, les enjeux de ce qui avait été fait sous Hollande avec le CICE, en augmentant de façon assez, on va dire de façon non négligeable la TVA. Et c'est vrai que la TVA sociale, quand on interroge un peu dans les milieux libéraux, c'est pas vraiment quelque chose qui est très aimé. Nous, ça nous chagrine un peu de se dire qu'on va encore augmenter la TVA pour aller soutenir toujours un peu cette idée mercantiliste d'aller aider aider les entreprises en taxant plus les consommateurs. Et ça, c'est quelque chose là-dessus, on n'est pas trop en faveur. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est de la main gauche, je baisse les impôts, de la main droite, je l'augmente, avec cette vision que l'on peut saucissonner comme ça, les prélèvements obligatoires qui auraient d'un côté les consommateurs, d'un côté les entrepreneurs, d'un côté les travailleurs, alors que finalement, parfois ce sont les mêmes types. Enfin, c'est totalement débile, c'est encore une fois du bricolage pour éviter en fait de mettre le doigt sur ce qui devrait être une réforme de fond de la fiscalité. Et de ce côté-là, bon, il n'y a pas
y a pas de grandes avancées, il n'y a pas de nouveautés, quoi. C'est du bricolage mercantiliste, effectivement, pour satisfaire peut-être une certaine frange de l'électorat de la droite, mais qui, sur le plan économique, finalement, n'est pas pertinent du tout. Je veux dire, voilà, il n'y a pas d'un côté les consommateurs et ensuite les entrepreneurs. Il y a des individus qui subissent des prélèvements obligatoires divers et variés en fonction de leur choix d'investissement, de consommation, machin et tout. Et le but, c'est bien, enfin, pour restaurer le pouvoir d'achat, pour restaurer les incitations productives, l'idée fondamentale, c'est bien évidemment d'avoir une fiscalité simple, légère pour toutes les couches de la population et pas seulement faire du bricolage sous prétexte de favoriser certaines entreprises au détriment des consommateurs, qui est tout simplement une vision totalement assez étrange de l'économie, assez technocratique et peu en phase avec les réalités en fait. Et pour développer un peu aussi cette idée-là, je pense qu'il y a quelques concepts qui sont pas forcément bien maîtrisés, qui sont, pour être honnête, sont pas non plus très intuitifs, mais qui, à mon sens, ce serait bien de rappeler un peu ce genre de choses. Déjà, quand on parle d'idées de type TVA sociale, bien comprendre que c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'on va augmenter, même si on est un peu dans cette dichotomie consommation, production, etc., c'est vraiment prendre dans la poche droite pour donner dans la poche gauche. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui peut... fondamentalement, ça reste un jeu entre guillemets à somme nulle, dans la mesure où, oui, on va entre guillemets aider les entreprises d'un côté, mais quand on va taper sur les consommateurs qui sont censés être ceux qui vont consommer les produits des entreprises, l'effet concret est pas forcément très évident dans ce sens-là. La deuxième chose qui est importante à noter, c'est que quand on parle alors c'est de voir quels sont les impôts qu'on va baisser. C'est-à-dire que si on veut parler, donc il y a deux aspects donc sur le programme de Fillon, il y a la baisse de divers impôts type impôts sur les sociétés, etc., et aussi la baisse des cotisations. Quand on parle des cotisations sociales, ce ne sont pas les entreprises qui les paient. Et ça, il y a un peu une espèce de tour de passe-passe comptable. On appelle ça les cotisations salariales et les cotisations patronales, et on fait pas le même prélèvement au même moment de l'année, histoire de faire croire que c'est l'entreprise qui paye. Mais l'entreprise ne paye pas plus les cotisations sociales qu'elle ne paye la TVA. L'entreprise juste joue le rôle de collecteur. De même que quand vous avez la TVA, l'entreprise elle va juste la répercuter sur le prix et le collecter et donner l'argent à l'État. C'est quand même le consommateur qui paye la TVA. Et bien pareil pour les cotisations. Les cotisations sont payées par les salariés. Et donc quand on dit on va taper dans le pouvoir d'achat des salariés pour ensuite baisser les cotisations, bah oui, mais en fait c'est un transfert de richesse. C'est-à-dire que du coup, c'est de l'argent c'était des cotisations qui étaient payées par les salariés. Aujourd'hui, on va taper dans leur pouvoir d'achat pour payer des allègements qui vont atterrir au final dans la poche des entreprises. On n'est pas en train d'abaisser la fiscalité des entreprises. On est en train de matraquer les consommateurs pour aller donner cet argent aux entreprises, sauf que c'était pas quelque chose... On ne taxait pas les entreprises, on taxait les salariés. Donc s'il y a quelqu'un à qui cet argent était dû, en baissant les cotisations, c'était les salariés. Donc là, on est en train effectivement de dire on va aider les entreprises entre guillemets. C'est un transfert financier au détriment des salariés. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez gênant parce que, je veux dire... si vous êtes, si on est un peu dans cette espèce de logique, on est en train on est vraiment en train de casser derrière, de faire un transfert financier de personnes qui sont des salariés vers les entreprises. Moi, ça me gêne beaucoup sur le principe. Oui, c'est effectivement absurde, d'autant plus que tout ceci repose sur le mythe selon lequel en fait l'État aurait le pouvoir de décider qui paie véritablement les impôts. Or, il n'en est rien. L'État, il va certes désigner un redevable légal, mais en définitive, c'est le marché, ce sont les équilibres du marché qui va déterminer la répartition effective de la charge fiscale. C'est quelque chose qui repose sur des paramètres difficiles à cerner, y compris pour un économiste, un bureaucrate. Et donc l'enjeu, il n'est pas là, quoi. Alors, l'enjeu, il est davantage dans la simplification radicale du système fiscal français, qui est un système qui est volontairement compliqué pour essayer de
de tirer un max de thunes. Et de ce côté-là, effectivement, les politiciens et Fillon, puisqu'on parle de lui, ne proposent rien d'autre que du bidouillage, comme tout ce qui a été fait ces dernières décennies. Donc bon, un type qui a été Premier ministre et qui prétend se rénover pour nous faire ça, bon voilà quoi. Bof. Oui, et dernier point aussi sur, sur les questions des réductions de cotisation. On a aujourd'hui du recul sur ce qui s'est passé par rapport au CICE sous François Hollande. Et le CICE, on sait aujourd'hui qu'une bonne partie du CICE est allée en augmentation de salaire. C'est aujourd'hui quelque chose qui est mal compris, c'est qu'on a un marché du travail qui est vraiment très polarisé, où on a les personnes qui sont un tant soit peu qualifiées, qui concrètement sont au plein emploi, concrètement voient leur salaire augmenter, malgré la crise, et donc sont en capacité de négocier des hausses de salaire. Et si on va, et c'est ce qui s'est passé avec le CICE, une bonne partie de l'argent s'est retrouvé en hausse de salaire. Donc si l'objectif c'est de baisser le coût du travail, c'est même pas certain que ça fonctionne au final. Parce qu'on a aujourd'hui la configuration, la façon dont le marché du travail est structuré fait que ça va partir en hausse de salaire. Et là-dessus, les entreprises sont très hypocrites parce qu'elles nous disent on a un problème de coût du travail, on a un problème de coût du travail. Oui, enfin, le coût du travail, c'est les salaires. Et les salaires, qui est-ce qui les a augmentés de façon systématique sur les dernières années ? Plus vite que la croissance, plus vite que l'inflation, plus vite que la productivité. Ce sont les entreprises. Donc les entreprises accordent sans broncher, sans problème, des hausses de salaire tous les ans de façon systématique, et après ils viennent pleurer à l'État en disant oh là là, on a accordé trop de hausses de salaire, il faut nous ordonner une partie. Moi je trouve que c'est quand même assez hypocrite de la part du patronat. Si le patronat aujourd'hui trouvent qu'ils ont un problème de coût du travail, qu'ils arrêtent de demander de donner des augmentations, et puis mécaniquement le coût du travail il va baisser. Qui est-ce qui les accorde ces augmentations ? Donc là-dessus il y a quand même une hypocrisie qui a besoin d'être pointue du doigt. Bon, maintenant c'est vrai que jusqu'ici là on peut nous accuser d'être un peu dur. Il y a un point quand même qui à mon sens a besoin, un point positif. Il y a une chose sur laquelle la TVA sociale peut avoir, cette idée de TVA sociale et de baisse de cotisation peut avoir un impact, c'est sur le travail peu qualifié. Parce qu'aujourd'hui, ce que je dis, le marché du travail est très polarisé. C'est d'un côté les personnes sans qualification et de l'autre côté des personnes qualifiées, si on veut caricaturer. Et donc c'est vrai que si on arrive à baisser le coût du travail autour du SMIC, parce qu'on a un vrai problème avec le salaire minimum, qui est trop élevé par rapport à la productivité, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les ambitions, enfin on n'a pas du tout les moyens de nos ambitions. On a un problème aujourd'hui par rapport au coût du travail autour du SMIC, et si ces baisses de cotisation permettent de baisser entre guillemets les salaires sans toucher au SMIC et sans dire qu'on baisse les salaires, ça peut avoir effectivement un impact sur l'emploi. Donc bon, pas être non plus trop à charge, et aussi reconnaître qu'il y a quand même là-dessus, c'est vrai que mis à part donc, tout ce qu'on a dit jusqu'ici est vrai, mais concrètement il peut y avoir un effet positif autour du SMIC en termes d'emploi. Moi j'ai du mal avec ce discours, il faut baisser le coût du travail, tout à fait, non, je me permettais juste... Je vois ce que tu veux dire. Mais je pense qu'il faut bien avoir à l'esprit, je dis ça pour les auditeurs, que finalement le coût du travail, c'est pas un bureaucrate de le déterminer, c'est pas un bureaucrate de le dire s'il est trop bas ou trop élevé. L'enjeu, c'est de laisser le coût du travail ou le prix du travail se fixer librement par le marché en fonction des industries, en fonction de chaque marché. Et seul le marché est légitime et habilité à déterminer de manière juste le coût du travail. Donc moi j'ai du mal à vraiment comprendre en fait ce discours sur le coût du travail, d'autant plus qu'il n'y a pas un travail, il y a des marchés du travail, il n'y en a pas un. Voilà quoi, c'était... Donc ça montre qu'on a du mal encore à se détacher de cette vision assez technocratique, bureaucratique du marché de l'emploi, où des bureaucrates vont vous dire ici le coût du travail est trop élevé, ici il est trop faible, j'en sais rien. Enfin on n'en sait rien en fait. C'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui on sait que une partie du chômage français est due au fait que des gens peu qualifiés
peu productifs ont du mal à effectivement briser les barrières propres à certains dispositifs comme le SMIC, effectivement, qui, parce qu'il crée un prix arbitraire, fait que des gens qui ne sont pas capables d'atteindre la productivité imposée par le SMIC, du coup, se retrouvent, ne peuvent pas être employés, parce que l'emploi de cette main-d'œuvre, en fait, signifierait des pertes pour les entreprises en question. Mais de manière générale, on ne peut pas vraiment dire, on ne peut pas déterminer le coût adéquat de la main-d'œuvre dans un marché donné. Il faut bien insister là-dessus. Tant que les politiciens ne l'auront pas compris, on sera toujours empêtré dans plein de problèmes. Ici, l'objectif, l'enjeu, c'est bien de laisser le marché fixer le prix, le coût du travail pour chaque tâche, pour chaque industrie en question, et non pas un bureaucrate qui va ajuster les charges en fonction des rapports de force syndicaux, quoi. Et comme tu le dis, ce qui est vraiment important quand on parle du problème du chômage, c'est comprendre que c'est avant tout un problème. Aujourd'hui, en termes de décomposition, si on regarde, les personnes qui sont diplômées, avec un diplôme au-dessus du bac, concrètement aujourd'hui, sont au plein emploi. Alors je sais qu'il y a forcément quelqu'un qui va venir nous embêter, nous envoyer des mails en disant « Ah oui, mais moi j'ai un bac plus machin et j'arrive pas à trouver du boulot. » Bon, peut-être qu'il y a quelques personnes, c'est pour ça quand on dit plein emploi, ça perd 0%. C'est-à-dire grosso modo 5%. Donc oui, il y a quand même 5% des diplômés qui n'ont pas de boulot là maintenant tout de suite, c'est vrai. Mais globalement, 5% c'est ce qu'on considère étant le plein emploi. Les personnes qui ont bac ou moins, autour du bac, tout ce qui est bac pro, ce genre de choses, c'est le double du taux de chômage. Et si on regarde pour les personnes qui n'ont absolument aucune qualification ou qui ont juste le brevet, c'est encore le double. Donc concrètement aujourd'hui, c'est divisé. Si on regarde un peu comment est-ce que le chômage est structuré, il y a un problème. Comment dire, on peut tracer une corrélation très forte avec le taux de diplôme. Et donc on peut tracer une corrélation avec un problème de coût du travail pour tout ce qui est emploi peu qualifié, où effectivement toutes les mécaniques, le code du travail qui est extrêmement contraint, fausse le marché du travail et crée le chômage tel qu'il est aujourd'hui. Le SMIC n'est absolument pas mentionné dans le programme de François Fillon. Ça serait que c'est dommage parce qu'on peut pas parler du chômage des sans qualifs sans parler du SMIC. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est, on va dire, il y a des choses qui sont mises par rapport des axes, des suggestions qui sont faites sur tout ce qui est revoir la formation, revoir tout ce qui est apprentissage et tout. Ça peut être intéressant, ça peut être une bonne nouvelle parce qu'effectivement, on a aujourd'hui sur des métiers très précis un vrai manque de compétences. Et on n'arrive pas, dans certains bassins, dans certains secteurs très précis, on n'arrive pas à recruter. Je pense que c'est une bonne idée. Malheureusement, j'ai peur que ce soit relativement marginal. Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, on peut diviser le marché du travail en fonction de la qualification. Oui, sauf que si on met tout le monde au niveau Bac plus 5, le nombre d'emplois disponibles ne va pas varier. Le diplôme aujourd'hui, c'est un outil de sélection sur le marché du travail. Et donc, de façon marginale, oui, avoir un meilleur apprentissage, avoir des meilleures formations, ça peut de façon marginale vraiment aider beaucoup de gens qui n'ont absolument aucune qualification. Je pense juste que de là en faire, faudrait pas non plus que ça devienne un peu une espèce de solution magique pour remédier au chômage, parce que clairement, ça ne le sera pas. Et le dernier point du programme de Fillon pour atteindre le plein emploi, c'est de développer tout ce qui est travail indépendant et, entre guillemets, comme il dit, encourager l'ensemble des Français à devenir entrepreneurs. Où il ressort la mesure, il ressort l'idée de l'auto-entrepreneur qui était effectivement quelque chose qui avait été fait sous Nicolas Sarkozy, qui... je sais pas, Fergan, quelle est ton opinion là-dessus? Selon moi, est probablement la mesure peut-être la seule mesure libérale digne de ce nom du quinquennat Sarkozy. Donc le voir sortir un peu, ressortir l'idée qu'il y ait plus d'auto-entrepreneurs, je pense que c'est une bonne solution. Il y a des pistes qui sont intéressantes. Il parle du RSI, qui est effectivement le RSI. Enfin, je pense à peu près tout le monde, droite et gauche,
est d'accord pour dire qu'il y a un problème. Au secours, voilà. Je pense peut-être que j'interprète un peu trop, mais je pense qu'il fait référence à tout ce qui est travail de type Uber et compagnie. Pareil, j'ai peur que ce soit peut-être une bonne idée, mais c'est marginal. Donc, est-ce que c'est ça il annonce des chiffres, 500 000, 1 million d'emplois. Est-ce que ça va vraiment générer 500 000 ou 1 million d'emplois? Bah, si c'était le cas, j'ai envie de dire, ce serait peut-être déjà le cas aujourd'hui. Bah, je sais pas s'il fait référence à tout ce qui est Uber et compagnie. Je suis assez sceptique parce qu'il me semble si je dis pas de bêtises, qu'il avait pris position pour les taxis et contre Uber Pop et que même son parti politique, UMP à l'époque, avait donc condamné le travail dissimulé entre guillemets qui était au centre des activités d'Uber Pop. Donc je suis assez, enfin je sais pas, à voir, mais effectivement, on aurait aimé voir dans ce programme quelque chose relatif à la nécessité d'introduire peut-être une plus grande dose de concurrence sur le marché français. Donc la question des professions réglementées, la question de comment réadapter en fait tous les monopoles industriels et commerciaux qui existent aujourd'hui aux révolutions numériques qui sont des gisements d'activités productives intéressantes. Hélas, il n'en sera rien, mais bon, ça ne me surprend pas plus que ça d'un type qui ne me semble pas très au fait de ces enjeux. C'était le 26e épisode de Free Lunch, le premier d'une série sur la primaire du Parti Les Républicains. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à nous laisser un petit pouce vert, et vous pouvez nous retrouver sur iTunes, SoundCloud et tous les réseaux sociaux. Et on remercie, un grand merci à Fergan pour avoir participé, et on vous dit à la prochaine. Salut!